Comment on peut essayer de kidnapper l'enfant de quelqu'un en pleine rue à Paris? Dans quel monde on vit, quoi? C'est vraiment des baltringues. On ne parle pas du cartel de Medellín. Ce n'est pas de la faute des flics, je pense qu'ils sont juste dépassés et qu'il n'y a pas assez d'effectifs. En France, t'es impuni pour tes actes. Un mec qui fait de l'évasion fiscale, il prend plus de tôle qu'un mec qui va une fillette. Dans le système français, c'est super important de prendre du temps à côté de développer ton business pour comprendre les règles du jeu et pour pouvoir y jouer de la meilleure façon. Les gens veulent gagner de l'argent très rapidement. C'est faire un coup, un one shop, un dropshipping, t'appelles ça comme tu veux. En 3 semaines, ils veulent prendre 1 million. Ça les encourage peut-être à braquer des gens dans la rue pour leur montre, tu braques leur domicile et maintenant tu kidnappes des gens pour demander des rançons. Ce qui est important, c'est combien de fois vous allez remonter après de tomber. C'est tout ce qui compte. Franchement, la semaine dernière, j'ai reçu des bêtes de retour sur la vidéo sur les relations hommes-femmes. Ouais, c'était lourd. Les gens, ils ont bien aimé le fait aussi que ce soit un sujet, j'ai l'impression, plus spécifique. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau sujet dont j'aimerais qu'on parle. Ouais. Ça serait la délinquance en France. Ok. Pour ça, notamment, j'ai une vidéo que je vais te montrer. Et tu vas me dire ce que t'en penses et ce qu'elle évoque chez toi. Cette vidéo, on l'a tous vu passer, je pense. Ouais, sur le kidnapping. Ouais, sur le kidnapping, justement, qu'il y a eu il y a quelques jours. Avec donc du coup la fille d'un patron d'une très grosse société de crypto-monnaie qui s'est fait littéralement, qui a eu une tentative de kidnapping en pleine rue, genre à 8h du matin en plein Paris. Est-ce que tu l'avais passé? Je l'ai passé, c'est fou. Et en fait, tu vois, la première réaction que j'ai eue, c'est... tu vois, par exemple, quand on parle d'agents de sécurité, genre de protection rapprochée, en général, c'est pour des célébrités, des gens ultra connus. Même en France, c'est un peu has-been, tu vois. Genre, on te prend un peu pour un rigolo, même quand t'es connu. Faut vraiment que tu sois genre une star internationale, tu vois, ou un politicien. Et moi, ça fait, alors pas de manière régulière, enfin je l'ai eu de manière régulière, maintenant de manière occasionnelle, et j'ai souvent des mecs de sécu avec moi quand je sors en boîte ou je sais pas, je vais à un concert, un festival, peu importe, genre j'essaie toujours. Et en fait, les dernières années, les gens en fait te prenaient pour un rigolo, tu vois. Genre les gens ils disent ouais, mais attends, c'est un acteur, ouais, ça va, ça. Genre vas-y, c'est pour se la raconter, des trucs machin. Alors que tu vois, les gars de sécu que je prenais, c'était pas non plus des mecs. Enfin, tu vois, c'est plus de la protection rapprochée, type politicien, donc qui sont un peu plus discrets sur le côté, tu vois. Mais voilà, qui ont parfois des permis de port d'armes, mais des mecs plus discrets, tu vois. Plus pas le gros pour un mec comme moi, tu vois. Ouais. J'en ai déjà pris, mais quand je suis avec Jamie, ou tu vois, genre quand je suis avec des copains moi qui sont vraiment ultra connus, là, oui, parce que voilà, il faut montrer. Mais moi, de manière plus discrète, tu vois. Et genre, il y en a plein qui me prenaient pour un mec qui se la raconte, tu vois. Et maintenant, bah, tu te rends compte que bah, de plus en plus, en fait, qu'un entrepreneur, il est encore plus, c'est encore plus une cible qu'un artiste. Parce qu'en fait, entrepreneur égale à quelqu'un qui a de l'argent. Et alors, quand on parle de crypto ou de tech ou de peu importe de start-up, eh ben, les gens font l'amalgame entre levée de fonds, valorisation et réel cash flow, tu vois. Donc, il suffit que tu dises que tu as levé 100 millions, et les gens vont penser que tu as pris 100 millions chez toi, je sais pas, dans un canapé peut-être, je sais pas comment ça se passe, mais... Et je trouve ça... Toi, du coup, t'as pas 100 millions chez toi dans ton canapé? Non, j'ai pas 100 millions chez moi. J'ai même pas 1 euro de cash, pour te dire. Et du coup, ouais, enfin... Donc là, pour faire le parallèle avec la sécurité, donc là, tu vois, ça m'encourage encore plus premièrement à prendre des sécurités quand je sors, parce que en fait, tu te rends compte que les gens n'ont plus peur de rien. Et je comprends, parce qu'en France, en vrai, enfin, tu vois, tu kidnappes quelqu'un, j'ai pas l'impression que tu risques grand-chose, quoi. Donc, alors après, la France, c'est pas non plus l'Afghanistan ou je ne sais où. Et à Londres, c'est aussi compliqué, mais à Londres, il n'y a pas vraiment de kidnapping. À Londres, bon, bah, dans la rue, ils peuvent te planter pour ta montre. À Los Angeles, c'est un peu le Far West en ce moment. Mais bon, voilà, mais bon, comme un pays comme la France et une ville comme Paris, je trouve ça, mais c'est du jamais vu. Comment on peut essayer de kidnapper l'enfant de quelqu'un en pleine rue à Paris? Genre, mais dans quel monde on vit, quoi? Surtout que là, ça se multiplie. J'avais vu une stat et je crois que, si je dis pas de bêtises, la France avait réussi, on mettra le chiffre ou quoi, mais c'est le pays où il y a eu le plus de tentatives de kidnapping sur les gens dans la crypto depuis le début de l'année. En fait, ça me fait penser à un épisode horrible que j'ai vécu parce que c'était quelqu'un que je connaissais particulièrement. C'était dans l'affaire Ilan Halimi qui avait été justement kidnappé, séquestré et du coup tué parce qu'il était juif. Donc juif égale quelqu'un qui avait de l'argent. Et bien sûr, bah, il a été tué et laissé pour mort dans une station de train il y a 20 ans, quoi, tu vois. Et c'est quelqu'un que je connaissais personnellement. Et pour moi, ça me fait penser, en fait,
tu vois, cet épisode-là, en fait, on te kidnappe parce que tu as de l'argent, on te kidnappe parce que tu fais tel métier ou tu es de telle confession et du coup tu as de l'argent. Et je trouve ça mais aberrant de laisser passer ça. Et ce qui me choque encore plus, après, effectivement, tu as un effet un peu peur, je pense. Mais les gens qui laissent dans la rue, alors après, je peux comprendre, tu vois, ça fait flipper. Je sais pas comment je réagirais. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui se fait kidnapper devant toi et les gens sont tétanisés peut-être et du coup, personne n'agit. Mais si tu n'avais pas le mec là, franchement, qui pour moi est un héros, qui est descendu de chez lui avec l'extincteur avec et l'extincteur, tu vois, sinon il n'y a personne qui... Personne n'aurait bougé. Et le mec, il a pris vraiment son courage et ses couillettes de main et il y a été. Mais parce que je pense que la plupart des gens qui kidnappent et qui cambriolent, ils ont plus peur. Enfin, ils ont peur. Ouais. C'est des gens qui ont peur, tu vois. C'est pas, on ne parle pas du cartel de Medellín, donc c'est pas des gens qui sont nés dans ça, tu vois. Je pense que c'est une première pour eux, donc ils ont encore plus peur que quelqu'un. Donc je pense que il suffit de leur courir après, même avec rien entre les mains, je pense qu'ils se sauvent, tu vois. Mais ouais, ça m'a... Mais tu sais pas comment tu réagis à ce moment-là, tu sais pas si la personne, tu vois, typiquement, tu voyais à un moment donné, il y avait une arme, tu sais pas si elle est factice, si elle est réelle, etc. Et chacun pense un peu à soi-même, je pense à ces moments-là, à peur pour sa propre vie, mais ça crée une situation où t'as personne effectivement qui intervient et où du coup, t'as une dinguerie qui peut se passer. À quel moment en fait tu kidnappes en fait, enfin, ouais, mais c'est dingue. Moi ça me dépasse et je sais pas c'est quoi la solution. Parce que pour mettre le contexte, en plus, toi de base, si on caricature un peu, mais t'es quand même plutôt pro justement aussi quand même entreprendre en France, rester en France pour développer des boîtes, etc. T'es plus dans ce cours-là, dans ce discours-là. Est-ce que aujourd'hui, quand tu vois des choses comme ça, toi, ça te fait un peu flipper aussi personnellement? Tu te dis, tu vois, que t'as envie de faire encore plus attention, qu'il y a un climat bizarre en France sur ça? Alors, j'ai pas envie de partir de la France pour ça, parce que je pense que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors oui, on va parler de Dubaï, mais Dubaï, encore une fois, c'est une presqu'île, donc qui est vraiment isolée, où c'est vraiment unique au monde avec Monaco, je pense, tu vois. Mais dans le reste du monde, c'est partout pareil, tu vois. Je veux dire... pas la France, aux États-Unis, à Londres. Oui, partout, mais même dans le monde entier. Tu vas au Brésil, tu vas en Amérique du Sud, tu vas en Asie, t'as des kidnappings tous les 4 matins. Donc, Et ce qui est plus choquant, c'est que maintenant ça se multiplie de plus en plus dans des villes comme ça, comme Paris, là où avant c'était. Non, moi ça me choque pas, mais ce qui me choque le plus, c'est pourquoi en fait on paye autant d'impôts. Tu vois, pourquoi les gens qui ne travaillent pas ne payent pas d'impôts et ont des aides. Ça me dépasse. Et parce qu'en fait, voilà, tu vois, c'est pas possible. Tu payes des impôts pour avoir une sécurité. Et c'est alors ok, tu peux pas là tu vois, c'est un peu comme Minority Report, le film avec Tom Cruise, tu peux pas anticiper ce qui va se passer, mais je pense qu'on devrait beaucoup plus punir ce genre de fait, enfin tu vois, ce genre d'action. Et non, ça m'encourage pas à partir, pas du tout, parce que voilà, la France ça reste un pays exceptionnel et j'adore Paris, mais par contre tu te rends compte que ton budget sécurité, j'avais vu une interview de l'archevêque justement, c'est ça dont j'allais te parler. Il y a quelques jours où il disait que, je vais pas dire de conneries, mais je crois, il disait que maintenant un budget de sécurité c'est entre 50 et 150 000 euros par an. Ouais, il disait entre 50 et 100 000 euros, je crois que c'était par mois pour protéger ta famille. Il disait lui pour protéger... je crois que c'était par an, non moi j'avais vu, il me semblait même par mois, mais pour protéger toute ta famille. Par an. Okay. Ce qui est déjà beaucoup d'argent. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Et justement là j'ai vu qu'il avait déposé aussi quelque chose avec une pétition, quelque chose comme ça, avec, je sais plus, dans de la politique, etc. Mais pour faire en sorte justement que il demandait pas que l'État prenne en charge ça pour les entrepreneurs, mais par contre que les entrepreneurs puissent justement passer ça sur leur entreprise, parce que c'est un vrai budget aujourd'hui qui est légitime quand tu es par exemple le fondateur d'une boîte qui est très exposée, etc. Et que tu puisses du coup avec ta boîte pouvoir te payer au moins de la sécurité aussi. Surtout pour des entrepreneurs, des gens qui ont de l'argent. Tu vois, mais peut-être c'est pas moi, je sais pas, mais en tout cas oui, c'est sûr qu'aujourd'hui tu as une sécurité t'as une sécurité full time quand tu sors, c'est au moins entre 5 et 7 000 euros par mois, tu vois. Ouais. Et toi, et après aussi aujourd'hui, ça peut être aussi ta famille. Bien sûr. Parce que les gens ils peuvent attaquer justement ça, t'as de plus en plus de tentatives de kidnapping, d'otages aussi pour des rançons, etc. Donc en fait c'est pas que toi, et du coup des fois ça peut aussi te mettre cette chose là de tu te dis ok, par exemple typiquement j'ai de la visibilité, etc. Peut-être toi t'as de la sécu pour toi, etc. Mais tu peux te dire que quelqu'un de ta famille peut être impacté par ton propre succès. Et ça peut le mettre en danger potentiellement, tu vois, c'est horrible. Non, mais en plus, ce qui est fou, c'est que tu vois, genre, encore, tu vois, des mecs comme moi, ou peu importe, on est exposé, c'est-à-dire on s'expose sur les réseaux. Mais là, la meuf qui s'est fait, la jeune fille qui s'est fait kidnapper, c'était la fille de quelqu'un qui était pas connue dans une sphère publique, tu vois. Elle est connue dans son métier, mais personne connaît, genre. Et toi, ça, c'est des choses auxquelles tu fais attention aujourd'hui. Typiquement, je te prends un exemple, genre, je sais pas, quand tu vas mettre une story dans un endroit, de pas forcément mettre la chose pile au moment où tu y es. Je poste toujours après. Ou tu vois, faire tout ça, Moi, tu l'as dans ta tête quand même. Oui, je peux. Maintenant, oui, avant, c'était pas un automatisme. Maintenant, depuis 4-5 ans, c'est un automatisme. Je poste plus où je suis.
où je poste en décalé, je fais attention quand je rentre chez moi, même si j'ai de la sécu, je suis bourré d'alarmes, bourré de caméras, bourré de trucs, enfin tu vois, genre je porte plus de montre, tu vois, et même quand j'ai une sécu, même quand je sors avec une sécu, je porte plus de montre, parce que bon, t'as beau avoir 2 mecs de sécu, t'as un mec armé, ils vont pas, tu vois. Non, enfin il faut éviter ce genre de problème. Du coup je mets plus de montre, je mets plus trop de bijoux, à part quand j'ai un événement, un gala, un truc où tu vois c'est encadré. Mais sinon, je fais plus ça. Et toi, tu penses que ça vient de quoi ce phénomène où tu as de plus en plus justement un climat social où tu as justement ce genre d'événements qui arrivent, qui se renforcent, c'est de plus en plus intensif. Je pense que les gens veulent de plus en plus d'argent. Avec les réseaux sociaux, je pense, ça a fucked up le mental de tout le monde. Donc je pense que les gens vraiment sont... Tu penses que les réseaux, ça a un vrai impact dans Bien ça? Bien sûr, les gens... avant, tu voyais pas vraiment ce qu'il y avait. C'est étalé. En fait, des fois, t'as des gens qui n'ont pas d'argent, c'est étalé en face justement de la richesse. Et puis t'en as plein qui n'ont pas forcément d'argent, mais ils te montrent même qu'ils ont de l'argent. Enfin, qu'ils sont censés avoir de l'argent. Donc en fait, quand tu vas sur les réseaux, ton cerveau, il est un peu... il est fucked up. Il est fucked up parce que en fait, tu te dis, mais putain, pourquoi j'ai pas cette vie-là? Même si c'est fake, tu vois. Et surtout, les gens, ça c'est une réalité, les gens ne veulent plus travailler. Les gens ne veulent plus travailler, les gens veulent gagner de l'argent très rapidement. Donc rapidement, c'est faire un coup, un one-shot, un dropshipping, t'appelles ça comme tu veux. En 3 semaines, ils veulent prendre 1 million. Donc en fait, ça les encourage peut-être à voler chez les gens, braquer des banques. Les banques, du coup, il n'y a plus d'argent dans les banques aujourd'hui, il n'y a plus de cash, il n'y a plus de billets, enfin quasiment plus. Donc les gens ne braquent plus de banques. Mais par contre, maintenant, ils braquent des gens. Et c'est vrai que tu as autant de trucs dans les rues. Avant, tu avais moins. Quand les banques avaient de l'argent, des vrais malles de billets, les gens se faisaient braquer. Mais là, aujourd'hui, regarde, c'est des boutiques de luxe qui sont braquées. Ouais. J'ai encore vu Louis Vuitton qui se fait braquer pour la 10e fois derrière chez moi. Enfin, à côté de chez moi. Et tu braques des gens dans la rue pour leur montre, tu braques leur domicile, et maintenant, tu kidnappes des gens pour demander des rançons. Donc, c'est quand même ouf, quoi. Et en plus, pourquoi, à ton avis, ils kidnappent des gens dans la crypto-monnaie? Parce qu'ils font des virements en crypto. Ah, parce que du coup, surtout, tu peux si jamais tu encaisses de l'argent sur ton compte bancaire, etc. et tout, c'est traçable directement, ça va sur l'autre banque, la banque peut faire opposition ou quoi. Alors que dans la crypto-monnaie, tu peux utiliser aujourd'hui des outils, wallets, des tornado cash, des choses comme ça qui vont te permettre de brouiller complètement les pistes et c'est mort, quoi. Donc c'est pour ça, mais aujourd'hui, c'est pour ça aussi que dans la crypto, tu as de plus en plus de gens qui utilisent des mesures de sécurité. Et moi, c'est ce que je recommande s'il y a des gens qui suivent typiquement ce podcast-là et qui ont pas mal de crypto, où en fait, tu peux configurer avec certaines clés de sécurité ton wallet pour qu'en fait, il y ait plusieurs personnes qui doivent approuver la transaction pour qu'elle puisse se faire depuis ton wallet. Ouais, donc le gars, il le prend, il peut pas le faire depuis son téléphone. Il doit avoir le oui, par exemple, de 3 points de contact ou quoi, qui sont des personnes de ton réseau que tu as pu prévenir, etc. Et donc, du coup, la personne toute seule, même si elle est avec toi et qu'elle te demande de faire une reconnaissance faciale ou d'appuyer sur le truc, le virement, il marchera pas et elle pourra pas le faire, tu vois, elle sera bloquée. Mais c'est quand même abusé, quoi. Ouais, mais c'est ouf que ça en arrive là et que ça parte aussi comme ça. Mais toi, est-ce qu'en plus de ça, parce que souvent c'est un truc aussi qui revient en dehors du côté sécurité, on entend souvent aussi en France qu'il y a le côté jalousie de la réussite. Tu vois, typiquement, bien sûr. Quand t'as une belle voiture, quand t'as un peu de succès, tout ça, etc. Est-ce que ça, tu le sens toujours, toi mais bien entendu, en fait, en France... Mais ça, c'est réel. Moi, j'adore la France. Hein. Mais en fait, t'as une espèce de jalousie où en fait, quand t'as de l'argent, c'est soit t'as volé, soit t'es un méchant, soit il y a un truc. Mais tu vois, dans mon quartier, pourtant c'est le quartier, je pense, le plus sécure de Paris et où t'as vraiment le moins de délinquance possible, vu que c'est un quartier privé. Je me suis jamais autant fait rayer mes voitures que dans ce quartier. C'est-à-dire que quand j'habitais aux alentours du 8e, près de Montaigne, Champs-Élysées, je me suis jamais fait rayer ma voiture. Là, j'habite dans le quartier le plus sécure de Paris, où il y a vraiment aucune délinquance. Je me suis jamais autant fait rayer mes voitures par des gens qui tu penses pas. Hein. C'est pas du tout des voyous, des trucs ou des machins. C'est des mecs, des pères de famille qui descendent du 4e étage et qui ont des enfants et qui me rayent la voiture parce que je sais pas, je comprends pas. Alors qu'ils ont potentiellement plus d'argent que moi, tu vois. Mais t'as un espèce de jalousie, enfin c'est quand même aberrant. T'avais un truc avec les post-it aussi là. Ça, oui, et post-it, c'était je sais pas, quelqu'un qui, à mon avis, c'était des verts qui avait tu vois, des écolos qui avaient repeint ma voiture avec des post-it. Tu vois, en vert, en bleu, je sais pas, j'ai jamais eu vraiment le fin mot de l'histoire. Mais non, c'est fou. Et puis il y a pas longtemps encore, il y a quelques mois, genre je démarre ma voiture et t'as un mec qui vient et il me dit vous pouvez pas démarrer la voiture un peu plus loin? Je dis bah monsieur, j'habite là, vous avez pas acheté la rue, je suis propriétaire comme vous sûrement, j'habite en face, je vais pas pousser ma voiture pour la démarrer. Ouais, ma voiture fait trop de bruit.
Et j'étais au téléphone en plus. Tu vois, et le mec me tape à la fenêtre. Donc en fait, je trouve qu'il rentre dans mon intimité. Moi, je fais chier personne, mais il vient pas me faire chier, tu vois. Du coup, à la fin, je lui ai un peu mal parlé et je lui ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, j'habite ici. Si vous avez le moins de problèmes, c'est pas compliqué. Vous prenez votre téléphone, vous appelez le 17, la police vient et vous vous plaignez. Mais vous voulez plaindre de quoi? Que ma voiture fasse du bruit. Je l'ai acheté tel quel. Vous voulez que je fasse quoi en fait? J'ai un critère 1, donc le meilleur critère possible et inimaginable sur une voiture. Moi, la voiture, je l'ai achetée comme ça. J'y peux rien quoi. Je suis désolé que ça vous fasse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as quand même un truc qui se passe. En tout cas, moi, tu vois, dans ma génération où ça s'extrémise encore plus. Où j'ai l'impression quand même que moi, quand je vois mes potes ou quand je vois mon entourage, tu as beaucoup plus de gens quand même qu'avant qui ont quand même un mindset qui change quand même en France. Aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui sont quand même portés sur se développer personnellement. Tu vois, ça peut être faire du sport, lire des livres, qui veulent réussir, qui veulent entreprendre. Je trouve que tu as quand même plus une culture maintenant de l'entrepreneuriat, de la réussite, du développement aussi avec les réseaux, mais aussi dans un aspect positif. Tu vois, il y a un aspect négatif, mais aussi un aspect positif que je pense avant, tu avais quand même moins en France, tu vois. Oui, mais avant, tu n'avais pas d'entrepreneur. Genre, moi, quand je vois le nombre de potes à moi aujourd'hui, tu vois, ils voient quelqu'un qui réussit ou quoi. Alors, bien sûr, tu as des gens qui réussissent, on sache que c'est par exemple un peu bancal ou c'est du bullshit, etc. Donc, ils vont pas forcément être inspirés par ça. Mais tu en as de plus en plus qui sont inspirés par des gens qui font des vraies choses, tu vois, qui prennent la parole. Mais de toute façon, ça bouge quand même aussi dans ce sens-là. En 20 ans, la France a totalement changé. La France, c'était un pays de salariés. C'est un pays de socialistes, la France. Donc, si tu n'avais que des salariés, clairement, tu n'avais que des salariés. Tu demandais à quelqu'un qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie, il voulait avoir son CDI. Et tu avais des patrons d'entreprise qui se comptaient sur les doigts d'une main. Et c'était vraiment un pays où il n'y avait que des salariés. Aujourd'hui, c'est un pays où tu as beaucoup d'entrepreneurs. Bah surtout quand tu vois, pour moi, quand je vois la nouvelle génération, la génération, genre, tu vois, qui est entre, je te dirais, 16 ans et 28 ans, genre. T'as une génération vraiment de gens où tu leur demandes ce qu'ils veulent faire dans la vie, tout le monde veut être entrepreneur, ou alors si t'es pas entrepreneur, tout le monde veut être au moins indépendant. Le système il est en train de changer, ou même le modèle du salariat classique. Aujourd'hui t'as plein de gens, ils veulent pas forcément être entrepreneurs, avoir un empire, etc. Mais ils veulent au moins avoir ce sentiment de liberté où ils sont plus salariés, mais ils sont plutôt freelance, avec différents clients, etc. C'est ça en fait, tu vois, l'époque de nos parents et grands-parents où tu avais le même métier de tes 20 ans à tes 70 ans, ça n'existe plus. Enfin, il y en a, bien sûr, parce que heureusement d'ailleurs qu'il y en a mais encore. La tendance, elle change. Mais ça a drastiquement changé. C'est comme YouTube et la télé. Tu te rends compte, avant, YouTube, c'était rien. Aujourd'hui, tu as 50% de gens qui regardent YouTube. C'est encore plus vite. Hein. Exactement. Parce que moi, je le vois, tu vois, je m'étais lancé dans le business en ligne quand j'avais 16-17 ans. Et à l'époque, dans mes potes, j'étais un ovni. Genre, à l'école, j'étais le gars, genre, tu sais que tu terminais à cause de ça, etc. Genre, c'était pas normal. Aujourd'hui, je vois le nombre de gars qui se lancent dans le business en ligne, qui se lancent, par exemple, genre, tu vois, à monter des agences de com sur TikTok, dans de l'influence, dans plein de business différents, à déjà 16-17 ans. Ça devient beaucoup plus une norme, tu vois, qui commence à créer du contenu, qui commence à, tu vois, à faire des projets, à faire du resell de sneakers, je sais pas quoi, genre tu vois, à faire plein de trucs. T'as vraiment une génération qui se développe complètement et ouais, le monde il change et il pivote dessus. Ouais. Ah, c'est fou. Mais ouais, non, enfin bon, en tout cas, pour revenir à la sécurité, moi aujourd'hui, je fais de plus en plus d'attention. Et est-ce que tu penses que du coup, il y a un côté où c'est aussi parce qu'il y a trop de laxisme, parce que genre tu sais, souvent on va se dire, enfin, tu prends à Dubaï ou quoi, etc. Je te prends un exemple. Là-bas, ça va être hyper strict. Donc, tu as plein de gens, des fois, même qui, je pense, vont être envoyés en prison, des fois pour des raisons qui vont pas forcément être valables, ou qui vont avoir des peines qui vont être, des fois, énormes, ou qui vont être, tu vois, décorrélées des actions ou quoi. Mais par contre, ça fait aussi que tu as un côté où ça montre l'exemple. Et moi, je sais que à chaque fois que je suis arrivé à Dubaï, tu as un truc qui est dingue. C'est même pas les gars de la sécurité ou de la douane qui te le disent, mais il y a une sorte de mots qui se passent entre tout le monde de là t'es à Dubaï, genre tout le monde doit filer droit, t'insultes un mec dans la rue, tu finis en prison. Ah, j'ai entendu l'histoire d'un mec qui est arrivé, qui avait fait ça, il a fini en prison. Donc en fait t'as un climat où personne bouge parce que tu sais que si jamais tu fais quelque chose, même t'insultes quelqu'un, il ça va se passer quelque chose. En fait, effectivement, c'est un côté positif aussi. C'est qu'en fait en France t'es impuni pour tes actes. Genre aujourd'hui tu peux, un mec qui fait de l'évasion fiscale, il prend plus de tôle qu'un mec qui va violer une fillette. Donc tu vois, c'est un vrai problème. Tout ça parce qu'en fait, il s'est évadé fiscalement ou bon voilà, alors faut pas, c'est pas bien, il faut payer, ok, voilà. Mais en fait, à quel moment de vouloir t'as causé un plus gros préjudice oui. La personne, quand t'as un acte comme ça la détruit pour toute sa vie, ça peut la détruire notamment, ça détruit la famille, ça détruit de toute façon, c'est réel. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de peines de prison pour de l'argent
Vraiment même pas de l'argent que tu as volé à des gens, hein, de l'argent que tu as voulu évader, faire une évasion auprès du gouvernement, plutôt que des peines pénales. Ouais, c'est là où tu te dis, est-ce que le gouvernement il protège pas plus la structure gouvernementale plutôt qu'en réalité ses propres citoyens? Oui, bien sûr, mais de toute façon, en France, on n'est pas assez puni. Je veux dire, alors il y a une différence entre les États-Unis où à 16 ans, tu peux prendre 200 ans de prison, tu es jugé mineur, dans certains plein d'États, et tu as encore la peine de mort. Après, c'est un débat, mais la peine de mort, c'est un... Moi, je suis désolé, hein, je pense que... Je crois pas je crois aux secondes chances, mais pas dans des cas, je veux dire, t'as tué toute une famille ou t'as violé une fille, à quel moment, en fait, t'as le droit à une seconde chance? À quel moment, en fait? Genre, et puis maintenant, il suffit de plaider la folie et tu vas en hôpital psychiatrique et 2 ans après, tu ressors. Donc, c'est quand même... non, moi, ça me dépasse. Je trouve qu'on n'est pas assez puni... on n'est pas assez puni en France et on est trop puni, effectivement, pour des problèmes de fiscalité et pas assez pour des vrais problèmes comme ça de kidnapping, de viol, ou de séquestre ou je ne sais quoi, tu vois. Genre, c'est pas possible. Genre, je comprends pas. Non, franchement, pour ça me dépassera toujours. Et effectivement, les gens n'ont pas ce sentiment de peur en France. Du coup, tu peux insulter un flic, tu peux tuer quelqu'un. Bon, tu vas pas passer ta vie en prison parce que tu es quelqu'un en France. Hein. Par contre, t'as voulu voler de l'argent, tu vas prendre autant de tôle qu'un mec qui a tué quelqu'un. C'est quand même aberrant, quoi. Ouais. Moi, ça me dépasse. Donc non, il faut juste faire hyper attention et les gens n'ont peur de rien. Et puis là, j'ai vu ce qui s'était passé. Là, d'ailleurs, je me suis amusé à commenter la plupart des posts pendant le match du PSG. Ouais, non, c'était une dinguerie. Non, et là, ça va être... ouais. Mais ouais, non, franchement, comment tu peux laisser... comment le gouvernement peut laisser, en fait... je sais pas, en fait, ça fait débordé comme ça. Ça fait peur parce que tu te dis, imagine-toi, genre demain, t'as une guerre civile. Ouais. Mais en fait, c'est quoi? C'est l'anarchie dans Paris, tu vois. Parce que t'arrives pas à contrôler des mecs en plein Paris après un match de foot. Donc, imagine-toi demain, vraiment, t'as toutes les... je viens de banlieue, donc toutes les banlieues se révoltent et les alentours et en fait décident de monter à Paris et tout casser. C'est quoi en fait Alors après, bon, je pense qu'ils auront des solutions, tu vois. Mais en tout cas, quand tu vois pour un match de foot, et c'est même pas de la... Moi, je supporte à fond les flics, et je pense même pas de la faute des flics, je pense qu'ils sont juste dépassés et qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Et voilà, mais comment tu peux... Et puis moi, je trouve que tous ces gens-là, d'ailleurs sur les réseaux, j'en ai parlé, mais c'est vraiment des baltringues, quoi. Comment tu vas attaquer genre des gens dans des voitures qui n'ont rien fait à brûler des trucs? T'es 1000 en fait, t'es 100. Mais bizarrement, ces mêmes mecs-là, s'ils viennent à 1 ou à 2, personne va bouger. Là, j'ai vu, t'as un mec, je connais pas trop le foot, mais un joueur du... Ouais, Sacha j'ai commenté d'ailleurs la truc là. Avec l'histoire de la casquette et tout. Ouais. Et en fait, le mec se fait... tu vois, il se fait vraiment victimiser. Et tu te dis, mais ça n'arrivera jamais. Si ce genre d'individus de merde, ils sont 1 ou 2 dans la rue, jamais ils vont aller parce qu'ils vont se manger des baffes. Ils vont lui demander une photo. Ils vont demander une photo et surtout se manger des baffes, tu vois. Mais là, quand tu arrives à 200 ou à 50, bien sûr que tu peux faire le... Mais ça, c'est pas des hommes. Ça, c'est pas... Enfin, je n'ai aucun respect pour ce genre de... Mais ça, pour moi, tu vois, ça, peu importe que tu sois jeune, pas jeune, etc. C'est même pas une question d'éducation parce que maintenant, je pense que l'éducation, c'est même si les parents donnent une bonne éducation... les gens maintenant sont un peu en roue libre, mais tu vois ce genre de personnes, genre vraiment, tu vois, même pour un acte aussi minime, tu les prends, tu les mets 1 an en prison, comme à Dubaï. Je pense qu'à Dubaï, ils prendront encore plus. Ouais, je pense qu'on a un peu plus qu'un an, je pense. Tu les mets comme ça, mais en fait, tu fais juste des exemples. Ouais. Tu les prends, tu les mets 1 ou 2 ans en prison. Je pense que ça va calmer pas mal de gens, tu vois. Mais là, en fait, personne ne se fait punir. Au pire des cas, ils se font arrêter, ils vont aller en garde à vue pendant 24 heures. Et ils vont ressortir. Donc c'est un vrai sujet. Ouais. Tu vois, c'est une vraie problématique en France. Mais bon, de toute façon, on n'a pas assez de prisons, on n'a pas assez de place. Les conditions carcérales, c'est assez particulier aussi. Donc, et puis même maintenant, avec les aménagements de peine, et même, tu vois, les conditions que tu as en prison, c'est le Club Med, la prison en France. Hein. Tu vas, t'es nourri, logé et blanchi. Donc, et en plus, tu peux faire du business à côté. Donc, tu vois, pour la plupart de ces individus-là, la prison, c'est pas du tout le bagne. Hein. On parle pas d'une prison
en Amérique du Sud, hein, ou en Colombie, où tu es à 72 dans une cellule. Et non, en France, les conditions carcérales sont quand même pas mal, quoi, tu vois. Donc, c'est des sujets qui sont... c'est des sujets qui sont compliqués. Ouais. La France, pour ça, c'est comme plein de pays, mais on parle de la France qu'on vit là, tu vois. Et encore, on est bien logés, nous, on est bien lotis, pardon. Tu vois, on a des bonnes conditions, etc. Mais ouais, enfin moi je sais que je viens de plus en plus parano et tu vois même là, par exemple le match de foot, je devais aller. J'étais invité. Alors après tu vas me dire oui, il y a plein d'artistes qui ont été, etc. Mais en fait j'ai envie de prendre aucun risque, quoi, tu vois. Et même si j'avais été, j'aurais dû partir peut-être, je l'ai déjà fait, hein. Je serais parti peut-être 20 minutes avant la fin du match. Pour être sûr de pas, tu vois, tomber dans la merde, tu vois. Ouais. Parce que bon, dès que le match est fini, 3/4 d'heure après, c'était l'anarchie, quoi. Ouais. C'était une catastrophe. Ouais, moi je le voyais au début, tu voyais juste après le match, genre moi j'étais juste à côté, j'étais vers l'avenue Wagram et tout, genre dans un appart et tout, et je voyais c'était, tu sais au début c'était un peu bon enfant, t'avais une ambiance, t'avais les supporters, genre c'était cool, et après genre tu vois ça part complètement en couille, genre tu voyais genre t'es dans la rue, c'était n'importe quoi, t'avais des gars ils sautaient sur des voitures, t'avais tout qui était brûlé, t'en avais qui embrouillaient d'autres personnes, d'autres qui fonçaient avec leur voiture, enfin c'était n'importe quoi. Je comprends pas comment ça peut En France, dégénérer en fait, c'est vrai, j'ai l'impression que t'as vraiment cette question là où t'as de plus en plus de règles, de plus en plus d'impôts, de plus en plus, on va dire, de pression, on va dire, même sur les entrepreneurs, sur le pays globalement ou quoi. Mais pourtant, ça, c'est pas forcément des choses où tu vois une amélioration en face, quoi. Et j'ai même vu là un truc que j'ai commenté encore, ils ont été Villamont-Morency, des anti-riches. Et ils ont été avec des bonbonnes de peinture en train de repeindre toutes les façades. Mais en fait, à quel moment tu rentres c'est une voie privée dans Paris, à quel moment tu rentres dans une voie privée et tu décides de repeindre uniquement parce qu'en fait ils te disent qu'il faut beaucoup plus d'ISF et d'impôts sur les riches en France. Mais en fait c'est quoi? Parce que tu gagnes un peu plus d'argent, il faut payer plus pour qui? En fait, pour qui? Pour des gens que, enfin tu vois, tu t'as beau être socialiste, genre moi je veux bien payer pour moi. Tu vois, je veux bien payer pour moi, je veux bien payer pour ma sécurité, je veux bien payer pour tout ça, mais en fait à quel moment tu dois payer pour d'autres? Moi je trouve sur ça que personnellement, ça me dérangerait pas de payer pour d'autres aussi comme ça, tu vois, et ça me dérange pas de payer pour d'autres, Ouais. mais à condition que pour d'autres, ça soit bien géré derrière. Parce qu'en réalité, tu vois, je te prends un principe, genre, tu vois, par exemple, typiquement, tu prends des personnes, typiquement, qui peuvent être en situation de handicap, des mères de famille, genre, tu vois, qui ont plusieurs enfants, qui se sont fait, genre, tu vois, qu'on personne, qui n'ont pas de conjoint ou quoi, des personnes qui ont grandi dans des milieux très difficiles. Oui, mais tu peux quoi. pas. Oui, mais moi, tu vois, qu'il y ait des aides, qu'il y ait des choses. J'accepte pas de me faire taxer 70% pour non, ça. pas 70%, mais justement, pour moi, que, par exemple, quand tu as de l'argent, tu payes un petit peu plus de façon cohérente. Moi, je trouve ça cohérent. Mais à deux conditions, que ça soit pas 70% ou quoi. Mais moi, je suis pas du tout d'accord parce genre, qu'aujourd'hui, la France, t'as pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Tu te mets au chômage, tu restes 2 ans au chômage, tu gagnes de l'argent. Donc pourquoi en fait je vais payer pour des gens au chômage, tu vois? Genre, donc oui, je veux bien payer pour la sécurité sociale, ce qui est normal. Je veux bien payer pour ma sécurité, je veux bien payer pour le pays, je veux bien payer pour les voies, pour tout ce qui est normal, tu vois, les hôpitaux, les trucs. Contribuer à ça. Exactement, mais en fait, à quel moment je vais devoir payer pour, tu vois, contribuer pour des trucs non. Mais je pense que c'est surtout ce truc-là où en France, t'as ce truc-là où tu payes pour contribuer, mais derrière cet argent-là, il est souvent mal géré. Et tu vois pas forcément le retour. Mais même si tu taxais 90% des riches, donc admettons que tu as 100% de richesse, quelqu'un a 100% de sa fortune et qui décidait de taxer à 90%, tu as encore tous ces gens-là qui diraient mais pourquoi on lui laisse encore ces 10% et même 10% c'est beaucoup trop. Ouais. Tu vois, et c'est donc en fait non, si tu gagnes ta vie, bah tant mieux pour toi, il y a pas à être jaloux en fait. Genre si t'as pas volé quelqu'un. Ouais. Tu vois? Ouais, surtout en plus si jamais t'as créé ta richesse toi-même, que t'es parti de rien, que t'allais le construire, t'allais le chercher, t'as sacrifié des heures de sommeil, des relations, des moments de vie et tout pour le faire. Le patron Starbucks, exceptionnel. Tu sais, les procès sont télévisés la plupart du temps aux États-Unis. Et du coup, pendant. Si, je l'ai vu, ouais. Pendant un procès, la procureure lui dit mais vous vous rendez compte la différence entre vous et vos employés. Et il a répondu une phrase qui est exceptionnelle. Il avait dit en gros genre il avait dit mais madame genre oui mais je me suis fait à partir de rien, je suis parti avec 0 € et j'ai créé une boîte qui vaut plusieurs milliards et ça je le dois moi-même, je le dois à personne. Donc ouais ok je gagne. Il a créé comme de l'emploi aussi. Mais bien sûr, mais en fait comment tu peux comparer le patron d'une entreprise avec des employés en fait en leur disant écoutez est-ce que c'est normal d'avoir un tel écart?
Bah oui, c'est normal. Si aujourd'hui, j'ai tout créé de A à Z, j'ai créé de l'emploi, j'ai créé cette boîte de zéro, et en plus, son histoire, elle est assez folle. À Howard Schultz, je crois, il s'appelle le patron de Starbucks, je suis pas de conneries, mais son histoire, elle est folle. Tu sais que son histoire, c'est une histoire qui est partie avec le père de Bill Gates, Sir Gates. Ok, non, je savais pas. C'est l'histoire de Starbucks, c'est qu'en fait, quand il a commencé à vouloir acheter Starbucks, qui était déjà une entreprise, et c'est une entreprise qui valait 3,8 millions de dollars. Et ça devait être acheté par des industriels, des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et lui n'avait absolument pas d'argent. Et il a tout fait pour essayer de récupérer un peu d'argent à droite, à gauche, pour acheter en fait cette marque, qui aujourd'hui valait des milliards, mais à l'époque ça valait que millions d'euros seulement. En 82 ou 78 ou 92, je sais plus c'était quand, enfin il y a 30 ou 40 ans, tu vois. Mais bon, le mec est parti de rien, il avait 0 € en poche. Quand il a démarré, il n'avait pas un bal. Donc, et ça me dépasse, tu vois. Non, moi, tout ça, c'est... Bon, j'avais vu aussi des trucs où... Moi, sur ça, je suis assez d'accord, tu vois, sur le fondeur, pour moi, je suis complètement d'accord. Si jamais t'as travaillé 10 fois plus, 100 fois plus que les autres, si jamais t'as passé toutes ces heures de différence, t'as mis cette intensité, tu t'es formé, t'as tout réinvesti sur toi-même, t'as pris des risques énormes pour toi, pour ta famille, pour construire une boîte ou quoi, et qu'en plus ta boîte a créé de l'emploi pour le pays, et qu'elle propose un produit en plus qui contribue à faire travailler tout un écosystème de gens, bah c'est normal que tu puisses beaucoup plus gagner ta vie parce que t'as fait le choix de donner beaucoup plus, tu vois. Bien sûr. C'est comme un athlète qui va peut-être faire le choix de s'entraîner 10 fois plus que quelqu'un d'autre, bah c'est normal qu'à la fin il va gagner 10 fois plus, 100 fois plus, parce que bah il a mis les efforts pour. Par contre, moi, ce que je voyais, c'était, j'avais vu ça il y a quelques années, c'était les énormes boîtes et les très gros groupes qui en France ne payaient quasiment 0 € d'impôts, tu vois. Oui, avec des montages financiers. Avec des montages financiers. Et ça, je me disais quand même, c'est ouf parce que l'entrepreneur qui part de zéro, qui développe ses boîtes, qui va gagner, je te prends un exemple, quelques dizaines de milliers d'euros par mois, quelques centaines de milliers d'euros par mois sur sa structure, il va être imposé, il va se faire détruire. Par contre, t'as des boîtes comme ça qui génèrent des sommes mais colossales. Après, c'est surtout des boîtes comme Apple. Ouais, c'est des très très grosses boîtes. Mais qui créent de l'emploi aussi, où t'as des conditions. En fait, t'as des boîtes en France. Bon, les boîtes en France, ils payent des impôts quoi qu'il arrive. Alors après, effectivement. Et les sociétés en Irlande, des trucs. Ouais, t'as ça, et puis t'as aussi. Je crois que t'as Amazon ou McDo. Bah, t'as même LVMH avec les histoires d'associations. Tu vois, le musée LVMH, etc., où effectivement t'as des accords pour payer moins d'impôts, etc. Ok, c'est la déduction d'impôts, ce qui est réel. Mais tu as des boîtes effectivement comme Apple qui ne sont en fait, ils livrent des produits, donc en fait ils arrivent à trouver des montages financiers pour payer quasiment 0 €. Mais bon, ça commence un peu à changer. Mais oui, c'est pas normal qu'aujourd'hui tu as des marques comme Apple qui payent quasiment 0 d'impôts en France et que tu as des petites PME qui sont défoncées et qui ont du mal à s'en sortir. Ou des restaurateurs, tu vois. Et ce que j'ai l'impression aussi quand même en France, dans le système français, c'est que en fait tu peux t'en sortir quand t'es entrepreneur en réalité, et tu peux effectivement à travers de l'IMO, à travers des holdings, à travers des CI, avoir des montages, même quand t'es entrepreneur, que t'es une PME ou quoi, que tu peux retourner on va dire un peu à ton avantage en levant aussi de la dette, etc. Mais c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, notamment si jamais tu restes en France, en fait c'est super important de prendre vraiment du temps à côté de développer ton business pour comprendre les règles du jeu et pour pouvoir y jouer de la meilleure façon. De toute façon, la plupart des gens, en fait les gens sont riches à travers leur boîte. Ils sont pas riches en perso. Les gens n'ont pas d'argent en perso. Oui, en France. Je connais des gens qui sont, mais vraiment, qui pèsent des dizaines et des dizaines de millions, mais en perso, ils n'ont pas. Demain, tu leur dis, ouais, sors-moi 20 millions sur un compte, ils les ont pas. Ils ont beaucoup d'argent à travers leur boîte. Parce qu'en fait, en France, c'est trop compliqué pour avoir 20 millions sur ton compte perso en France, il faut avoir payé des tonnes et des tonnes. Donc, ils laissent tout sur les boîtes, ils vivent sur les boîtes, ils font des actions avec les boîtes. Donc, tout appartient à leur boîte. Et ça, c'est un vrai sujet. T'aurais quelques conseils et même limite, si jamais ça intéresse les personnes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo même avec par exemple quelqu'un de ton équipe ou un gros expert fiscaliste ou par exemple des gens sur des thématiques on va dire plus pointues sur des sujets comme ça. Mais aujourd'hui, toi, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à un entrepreneur qui se développe, qui a une boîte justement qui a de la croissance, qui fait du chiffre d'affaires, qui peut-être arrive à faire entre 500 000, 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires par an, tu vois, et justement qu'on a marre un peu de se faire allumer dessus et qui veut commencer à utiliser le système français, on va dire, plus à son avantage, en investissant, etc. Alors, après, c'est vrai que les lois changent tout le temps, donc je ne sais pas mon conseil, mais en tout cas, le conseil que je donne le plus à des gens, c'est entourez-vous le plus rapidement, même si vous n'avez pas encore de mission avec la personne, mais entourez-vous de plus en plus rapidement avec des fiscalistes. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont, à un certain moment donné dans votre boîte, ou dans votre parcours entrepreneurial,
de vous dire ok, à ce moment-là, il faudra faire ça. C'est bien de les voir en amont, même si en fait la personne, le fiscaliste agit bien plus tard, parce qu'en fait au bout d'un moment, enfin au début tu n'as pas besoin forcément d'un fiscaliste, mais c'est bien de comprendre en fait à quel moment tu vas en avoir besoin, pour éviter justement tous ces problèmes et créer des structures juridiques au tout début. Par exemple, quand tu montes des boîtes, tu vois, quand tu montes des boîtes ou même quand tu veux faire de l'immobilier, bah, c'est quand même mieux d'acheter, je sais pas moi, ton bien sur une SCI familiale plutôt que sur d'autres structures. Mais ça, il faut le faire en amont. Parce que demain, si tu veux changer, ça va te coûter encore plus d'argent. Donc la plupart des gens qui n'ont pas fait les montages en amont, bah, ils se sont fait un peu avoir. Parce que le fait de changer de structure, ils vont devoir vendre leur part de boîte à leur autre boîte, ça va leur coûter une fortune. Donc ça, je conseille juste de voir des fiscalistes spécialisés en amont et en fait de les mandater une fois qu'il y a vraiment un réel besoin, tu vois. Mais au moins, ça donne quelques conseils avant de commencer. Et je pense que quand tu as aussi des très très grosses ambitions, ce qui va être indispensable, c'est tu as le fiscaliste, mais moi je le vois un peu comme tu as 3 types de personnes un peu dans ta garde rapprochée en tant qu'entrepreneur. Tu vas avoir effectivement ton fiscaliste, ton expert comptable et par exemple ton avocat. Et ces 3 postes en réalité qui sont essentiels, où tu as besoin d'avoir des gens qui comprennent tes business de l'intérieur, qui t'accompagnent et avec qui tu vas pouvoir quand même construire aussi sur du long terme. Ce qui est très compliqué parce qu'un avocat, enfin bon, un avocat c'est bien, c'est nécessaire une fois que tu as des bonnes relations avec lui. Un comptable, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que franchement... Avoir un bon comptable, tu vois. c'est très compliqué. Très compliqué. Il faut vraiment un comptable qui s'occupe de toi. Donc des fois, il ne faut pas le meilleur, il faut juste quelqu'un qui s'occupe vraiment de toi. Parce que si tu es dans le meilleur cabinet au monde et qu'en fait, c'est une assistante ou un second ou un tiers qui s'occupe de ton compte, moi j'ai eu plein de fois des... En fait, c'est un peu comme quand tu recrutes dans ton équipe, en réalité, tu vas pas forcément chercher à avoir toujours le mec le plus connu ou le meilleur, mais qui a 10 000 clients. Moi, moi je suis dans un gros cabinet d'experts, très connu en France, et je sais plus, quelqu'un de son équipe m'envoie un truc à payer. Comme ça, oui, payer ça. Je dis, mais attendez, vous vous rendez compte de la somme, vous demandez de payer ça comme ça, sur un claquement de doigts. Pourquoi déjà, c'est un truc que j'aurais dû payer à 4 mois, qui a dû être lissé. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu à 4 mois? Oui, enfin, elle me sort de plein de trucs. Au final, je me rends compte que les factures, elle a voulu rien passer avant. Elle a dit, on paye tout, après on déduit. Tu vois, on se fera rembourser de la TVA. Et du coup, j'ai appelé le patron, tu vois. J'ai dit, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Genre, comment tu peux me demander de payer ça après? Bon, il a réglé le problème, tu vois. Mais c'est compliqué de s'entourer de bonnes personnes. Mais c'est ça qu'il faut essayer, il faut tenter, et voilà. Et après, il ne faut pas hésiter de changer. C'est compliqué quand tu es dans un cabinet de changer, mais vraiment, quand ça se passe mal ou qu'on n'est pas satisfait, il ne faut pas hésiter à prendre ses dossiers et aller chez quelqu'un d'autre. De toute façon, en réalité, après, ça revient toujours à comment tu t'entoures, et que ce soit dans tes équipes, dans ton business, dans tout ce que tu fais. En réalité, c'est vraiment avoir le bon entourage, avoir les bonnes équipes, les bonnes recrues. Et plus que tout, je pense, c'est vraiment avoir des gens qui sont impliqués, qui comprennent ta vision et qui vont se battre avec toi et qui ne te voient pas juste comme un client ou comme un prestataire, quoi. Bien sûr. Ça va être vraiment ça le plus important. De toute façon, pour conclure un petit peu sur ça, je voulais qu'on parle aussi un petit peu de l'actualité dessus. Tu as annoncé du coup par rapport à Pizza Hut, donc du coup le rachat de la master franchise, c'est ça? Alors en fait c'est un peu différent. Effectivement, c'est un deal qui a été fait il y a plusieurs mois maintenant, mais que j'ai annoncé que maintenant. Et en fait c'est une structure donc qui s'appelle Full Plate, dans laquelle je suis associé et partenaire. Et en fait effectivement on s'occupe du développement de Pizza Hut en France, avec un plan d'ouverture de 150 points de vente sur les 5 prochaines années. Donc ça fait plusieurs mois que c'est officiel, tu vois. Sauf que j'ai décidé de l'annoncer. J'ai essayé de l'annoncer là il y a quelques jours parce que bon, d'un point de vue planning éditorial, il y avait le contrat Shares AXA que je voulais annoncer. Ensuite, il y avait Pizza Hut. Et après, j'ai lancé le lendemain le club d'affaires. Donc c'est vraiment un concours circonstances. Donc le club d'affaires important. Et du coup, ça a été un très beau début d'année sur les annonces. Après, il reste tout à faire. Mais entre ces 3 moves-là... Je pense que Pizza Hut, ce serait intéressant, pareil, d'en faire un épisode dédié, tu vois. Carrément. Vraiment sur le business, même modèle des franchises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le business model d'une franchise? Est-ce que c'est plus intéressant d'essayer de créer un concept, de reprendre un gros concept en tant que franchisé? C'est quoi aussi, toi, ton business model? Du coup, quand tu dis que tu développes Pizza Hut en France, concrètement, comment tu te rémunères?
c'est quoi, on va dire, les projections dessus, en quoi c'est intéressant, comment tu as aussi obtenu ce deal-là, etc. Je pense que ça, c'est des questions qui peuvent être super intéressantes. Et le club, comme tu disais, donc il a été lancé, juste après. Ouais, et justement, l'idée aussi, on en avait parlé, c'est de pouvoir proposer aussi des investissements, du coup, et des investissements comme ça au sein du club. Effectivement, sur le club d'affaires important, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de réunir des entrepreneurs et des investisseurs, enfin des gens qui sont entrepreneurs et qui veulent faire quelque chose de leur vie, au sein d'un groupe, quoi, tu vois, qu'on accompagne toute l'année, qui est bien entendu un groupe qui est limité. Et l'idée dedans, c'est t'as vraiment deux gros pôles. T'as le pôle événementiel où l'idée, c'est que toute l'année, on réunit tous ces gens-là dans différents galas, dîners, séminaires où j'interviens, où je fais intervenir plein d'entrepreneurs de ma sphère. Et après, tu as la partie deal flow où effectivement, je propose en fait à cette communauté, à ce club d'affaires, d'investir dans des deals avec moi. Typiquement comme Pizza Hut. Alors Pizza Hut, par exemple, c'est un deal où effectivement, j'avais fait également investir des membres du mastermind. Ouais. Donc du mastermind important qui font également partie du club d'affaires. Donc l'idée, c'est vraiment, tu vois, de toute l'année proposer des deals sur lesquels on peut investir avec moi aux membres de ma communauté importante, mais pas à des gens pas à des gens que je ne connais pas. Du coup, c'est à des gens qui rejoignent le club d'affaires important. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette mini armée et du coup d'avancer ensemble, de faire des synergies ensemble et d'investir ensemble in fine. Surtout, ce qui est intéressant, je trouve, dans le club, tu vois, sur les événements qu'on a pu faire du mastermind, du club, etc. Surtout le fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment des gens en fait qui font des deals, qui font du business ensemble. Là où moi, pour être allé dans beaucoup de clubs d'affaires en France ou aux US, très souvent t'échanges une carte de visite, t'échanges un profil LinkedIn, tu refais un déj, mais il se passe rien derrière. Et là, ce qui est intéressant, c'est vraiment en fait que tous les profils ils sont filtrés sur des personnes qui sont sur la même fréquence, qui sont là d'abord pour connecter humainement, que ça découle sur du business, mais qui veulent vraiment faire des affaires, qui sont sérieux. Parce que souvent, quand tu es dans des clubs, dans des choses comme ça, tu rencontres des gens, mais tu n'arrives pas vraiment à les cerner, tu sais pas si la personne elle est vraiment sérieuse, ça va te faire perdre du temps, etc. Donc là, c'est l'avantage d'être dans un cercle un peu de confiance où tu sais que c'est que des gens sur la même fréquence, quoi. Et c'est pour ça que tu vois, je voulais vraiment annoncer mes gros moves de cette année, de toutes les différentes activités que j'ai pu avoir, pour après lancer le club d'affaires. En gros, tu sais, c'est un peu, tu prouves. Et après, Ouais, je l'ai fait pour moi-même. Voilà. J'ai vraiment ce deal flow là et je suis dedans. Parce que la plupart des gens, ils montent des trucs, mais ils ont pas vraiment de background, tu vois, tu sais pas vraiment ce qu'ils ont fait. Donc, moi, l'idée, c'était vraiment ça, de vraiment de faire mes moves entrepreneuriales par moi-même. Et une fois que j'ai vraiment montré, même pas prouvé, mais une fois que je me suis montré moi-même qu'en fait, j'ai pu faire des deals assez énormes, là, maintenant, je crée un club d'affaires parce que je trouve que c'est une parfaite extension, tu vois. C'est pas un sujet sur lequel tu vois, qui sort de l'utopie et je ne sais pas de quoi je parle. C'est vraiment, en fait, une continuité de mes activités. Et dernier produit, ça fait 2-3 vidéos que je le mets, Care. Donc Care, je vais le mettre dans toutes mes vidéos maintenant et je vais le mettre dans toutes mes photos et trucs et machin. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient aussi à cœur. C'est des compléments alimentaires. Donc c'est une boîte dans laquelle je suis advisor et investisseur. Et ça sort bientôt, ça sort très prochainement. Pareil, c'est des compléments alimentaires. Vraiment, ce que moi, je crois à fond à la santé mentale, santé physique et à la longévité. Et je prends des compléments depuis 15 ans. Et là, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on travaille sur ce produit-là. Et pareil, tu vois, c'est un écosystème. Et ça, c'est un truc vraiment qui me tient à cœur parce que c'est des trucs que moi-même, j'utilise au quotidien. Tu vois, pour réguler mon stress, mon sommeil, être beaucoup plus focus, avoir plus d'énergie, tu vois. Et surtout maintenant, aujourd'hui, on est dans un monde où on est sans cesse... on n'a jamais été aussi malade, il n'y a jamais eu autant de TDAH, il n'y a jamais eu autant de... Tu vois, tous ces problèmes-là de santé mentale et carence. Et du coup, ça fait longtemps que je voulais faire ça et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette boîte-là. Et je suis ravi et ça sort très prochainement, donc Care. Voilà. De toute façon, ce qu'on fera, c'est n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire justement un petit peu les sujets qui vous intéressent le plus parmi tout ça pour la semaine prochaine dans le prochain podcast. Notamment le sujet des franchises, je pense que ça sera vraiment un point qu'on fera en entier. On fera un blog aussi sur Pizza Hut. Ouais, ça serait lourd ça de le faire sur une de tes ouvertures. On fera un blog sur une ouverture, je pense, entre juin ou septembre, tu vois. Parce que là, on a déjà ouvert 13. Là, j'en ouvre bientôt un à Créteil Soleil et je sais plus où. Et l'idée, ce serait bien de faire un vlog. Et pendant ce vlog, du coup, un petit peu raconter l'histoire d'expliquer un petit peu comment on en est arrivé là, quoi, tu vois. Et si jamais il y en a qui veulent, du coup, je rejoins directement le club, avoir plus d'informations dessus, etc. Pareil, on leur mettra le lien. Pour candidater, encore une fois, c'est sur candidature.
Et on accepte qu'un nombre limité de personnes. Mais, tu peux expliquer un petit peu le type de profil aujourd'hui qu'on... Alors, c'est intéressant parce que j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps avec quelques personnes. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question du fait que tu aies 10 millions en banque. Tu peux avoir 10 000 euros en banque, c'est pareil. Mais en fait, faut juste en fait, pour rejoindre le club, il faut vraiment avoir cet esprit entrepreneurial. Vraiment, il faut comprendre. Il faut comprendre qu'entreprendre, ça engendre un risque. Et ça, les gens tu vois, le cachent assez régulièrement. Quand tu investis de l'argent, ça reste du capital à risque. Ça veut dire que c'est vraiment de l'argent dans lequel tu peux perdre. C'est pour ça que dans le club, on a vraiment mis la partie rencontre et événementielle et la partie invest pour ceux qui veulent investir en plus. Au moins, tu vois, les gens qui adhèrent, ils ont au moins la partie événementielle, ils ont la partie où ils sont avec moi, où ils rencontrent d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs. Et pour ceux qui veulent, ils ont l'opportunité d'investir dans les deal flow avec moi. Mais le profil de personne, c'est tout le monde et personne en même temps. C'est tout le monde. Enfin, ça peut être n'importe qui à partir du moment où il a ce sens de l'entrepreneuriat ou quelqu'un qui veut entreprendre et qui sait ou qui comprend les avantages et les risques d'investir dans une boîte et de rencontrer des personnes. Donc d'accepter de perdre du temps. Et c'est des gens qui font des choses surtout. Exactement. Mais voilà, c'est pas une question d'argent, parce que j'ai rencontré des gens qui me disent oui, mais bon, je démarre, je fais tant d'euros par an, ce qui est énorme, tu vois. Et ce que je leur ai dit, tu vois, c'est pas donne-toi l'envie d'eux, et après, admettons que tu investisses que, je sais pas, entre guillemets 1000 euros cette année, bah, l'année prochaine, si tu donnes l'envie et que tu as rejoint le club, peut-être l'année prochaine, tu voudras investir 10 000, 100 000, 1 million, tu vois. Et surtout, ce qu'il faut prendre en considération, et je me rappelle, on en avait parlé dans un des masterminds, là, c'était celui de Londres, tu sais, c'était ce truc-là que tu disais où en fait. Tout le monde a toujours besoin de quelque chose d'autre chez l'autre. En gros, c'était aujourd'hui, tu as des gens, par exemple, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont une super idée. C'est ça. Donc, ils ont besoin d'argent. Donc, ça se trouve, dans le club, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre qui, lui, justement, a de l'argent. Le mec qui a de l'argent, ça se trouve, il a de l'argent, mais il n'a pas le deal flow, il n'a pas l'idée. Le mec qui a le deal flow et qui a l'argent, ça se trouve, il a ça, mais il n'a pas les contacts des partenariats. On a tous besoin. Donc, en fait, c'est vraiment après mettre les bonnes personnes ensemble, justement, qui veulent avancer, qui veulent faire des choses et créer après des. En tout cas, on a tous besoin de quelqu'un. Si on veut grandir. Après, on a besoin de personnes si on est bien dans notre train quotidien et qu'on se contente de ce qu'on a, et ce qui est parfait aussi. Mais absolument, où t'as vraiment cette fibre entrepreneuriale, c'est impossible de réussir tout seul. Tu es obligé de t'entourer, que ce soit de gens comme toi, de partenaires, de cofondeurs ou d'une équipe, tu vois, ou de gens qui te motivent. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment pour des gens qui ont envie de faire des affaires. C'est le but d'un club d'affaires. Et c'est vraiment un club d'affaires, je tiens à le préciser. C'est vraiment un club d'affaires. D'ailleurs, je pensais, tu vois, c'est important. Et j'ai envie de mettre juste en dessous club d'affaires. Tu vois, genre vraiment le mettre, tu vois. Ni dire entrepreneur, mais en fait, c'est vraiment important. Et en bas, mettre la petite baseline où tu mets club d'affaires. Que les gens comprennent que c'est un club d'affaires. Vraiment, où tu rencontres des gens et où tu fais des affaires. Ouais. C'est tout. Au moins, tu vois, c'est clair et net. Et je voulais dire aux équipes justement qui rajoutent ça sur le logo. Vraiment le mettre, tu vois, le brander, club d'affaires. Ah, t'as raison, je pense que ça va être un bon. Et tu vois, au moins, c'est simple. Ça, le positionnement, il est clair. Ouais. C'est simple. Tu vois, c'est ça, tu fais des affaires dedans. Exactement. Au moins, si tu comprends pas, tu demandes. Et si tu comprends, tu sais ce que c'est. Ouais. Et au moins, ça te permet de t'entourer de personnes qui sont dans cette même volonté-là, dans ce même mindset, qui te ressemblent. En tout cas, voilà, pour ceux qui veulent candidater au club d'affaires, il est officiellement ouvert depuis 4-5 jours maintenant. Et voilà, et le but, c'est d'aller de plus en plus loin et tous ensemble et faire des affaires. Magnifique. Bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais c'est pas encore fait. Et on va aborder tous les sujets qu'on a dit, que ce soit la partie santé, compléments alimentaires, la partie biohacking, la partie franchise de restauration, immobilier. J'aimerais bien qu'on fasse un podcast aussi sur le monde un petit peu de la nuit, les anciennes activités que tu avais avant, des choses comme ça, etc. La transition que tu as eue et tout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. L'important, c'est combien de fois vous allez remonter après tomber. C'est tout ce qui compte.